Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de l'émission À travers. Et cet après-midi, nous avons avec nous Madame Félicia Toussaint. Elle est docteure en agronomie. Doble otra. Doble otra, Naïma. C'est la langue russe, je viens de l'apprendre sur le plateau. Donc, bonjour encore une fois, Madame Toussaint. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est plutôt pour moi un grand plaisir d'être là. Et je tiens à remercier toute l'équipe pour l'invitation. D'accord. Madame Toussaint, partagez avec nous les différents événements de votre vie qui ont façonné la femme que vous êtes aujourd'hui. Une belle dame, d'ailleurs. Merci. Bon, tout d'abord, je suis Petit-Goavienne. J'ai passé toute mon enfance à Petit-Goave. J'ai été à l'école du Cœur de Jésus et du maternel jusqu'au certificat. C'est là que, après, j'étais dans le collège de Notre-Dame. C'est là aussi que j'ai terminé mes études secondaires. Bon, pour dire vrai... Et l'ambiance familiale, comment c'est? L'ambiance familiale, ça a été très bien. Je veux tout d'abord remercier le grand Dieu qui m'a donné vraiment des parents responsables. Si ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux parents, à toute la famille. Et je tiens à remercier tous les membres de ma famille. Mon père, l'infatigable. Non, il est décédé. Et ma mère, j'en ai beaucoup de tantes aussi qui m'ont beaucoup aidé. Des cousins, des cousines, comme vous le savez en Haïti. C'est toute la famille qui aide, oui. Alors, je veux les remercier parce que, premièrement, ma mère a été une femme stricte avec nous, du point de vue spirituel ainsi du point de vue intellectuel. Et avec maman, on ne peut pas parler à l'école, on ne peut pas parler à l'église. C'est toujours une obligation pour nous de nous lever de très tôt à 5 heures du matin pour prier. Parce qu'elle nous a dit toujours, c'est le grand Dieu qui nous a créés et il faut toujours prier. Il nous a montré tant de psaumes, etc. Et puis il faut aller à l'école. Et mes parents n'étaient pas vraiment des parents riches, mes parents plutôt modestes. Et c'est avec leur bénédiction et avec aussi leur effort qui m'ont permis d'arriver jusqu'au bout avec mes études parce que je n'avais pas vraiment d'autres personnes qui m'aidaient que mes parents et ma famille. Et pour études moi pensais que pour études moi, bâtion monde qui était si mal l'école. Mon cas dit, j'étais un peu intelligent, même pas mal tout, de toujours intéressé à l'école. Et je pensais que c'était ma vision et j'étais vraiment déterminé du point de vue scolaire. Et par rapport à votre orientation, vous, en fait, bien avant, vous me disiez que vous allez vous rendre à l'UNICA après votre... Oui, après mes études secondaires. Et mes parents m'ont demandé de bien vouloir rentrer à Port-au-Prince pour continuer, en fait, avec l'étude universitaire. Parce que, comme vous le saviez très bien, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de l'institut ou une université à Petit-Goave. Le mieux, c'était de rentrer à Port-au-Prince. Oui. Bon, j'ai été vraiment à l'INUCA. C'est là que j'ai passé en réalité 3 ans. Et j'étais plutôt dans la spécialité des sciences informatiques. Mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver le temps pour prendre le diplôme avec eux. Et parce que je ne sais pas si je dois continuer. Oui, justement. Parce qu'en réalité, j'ai pu trouver une bourse pour entrer en Russie. Mais bien avant, est-ce que quelqu'un vous a orienté pour vous dire il faut aller vers un autre domaine d'études, malgré que vous étiez à l'UNICA, ou bien vos parents vous ont intéressé? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais j'ai été à l'UNICA pour les sciences informatiques, mais ce n'était pas vraiment mon domaine. C'était pas vraiment mon domaine. C'était pas vraiment votre choix? Non, c'était pas vraiment mon choix et mon domaine. Parce que moi, mon père était un grand don. On est éduqué ou élevé dans une famille plutôt
Parce que lui, il était un grand don. Il a eu vraiment plusieurs terrains. Il a eu vraiment beaucoup de gens qui travaillent avec lui. Parce que, en réalité, nous étions dans la ville de Petit-Goâve, mais lui, il était en première plaine et deuxième plaine pour planter, etc. Oui, parce que nous connaissons la Gaïsa, grand don, mon était, mon cabay avec associé, cabay mon terre, etc. Ça veut dire moins levé dans ça. Moi, levé dans le côté qui fait manger pour travailleurs, côté que Pitimi a venu, Maï a venu. Donc, c'est là que moi t'ai trouvé. Parce que moi-même, ça m'y nous toujours des bananes, toujours des pile bagages que nous pas besoin d'acheter. Pour avoir trouvé que devenir agronome, c'est le meilleur choix pour moi. Parce que je suis levé dans une famille très agricole. Ok. Oui, oui. Ok, je comprends. Oui. Donc, est-ce que, bon, peut-être que vous avez eu quelqu'un qui vous a aidé pour l'application et là, vous avez choisi l'agronomie vous-même? Bon, avant tout, avant de voyager, il faut toujours avoir quelqu'un. Parce que je n'étais pas boursière par l'État, c'était plutôt une connaissance. C'était un cousin, lui, il est docteur, il travaillait dans une clinique, je ne sais pas où. Et puis, il y avait une dame qui travaillait aussi là-bas, qui l'a expliqué que son fils étudiait en Russie. Ah, ok. C'est de là étant qu'on savait qu'on peut partir pour aller étudier en Russie. Mais quand on nous a dit ça, on nous a donné toutes les conditions. Les conditions, il fallait avoir aussi de l'argent pour payer la bourse. Parce que ce n'était pas gratuit. Pour ne pas payer, il faut déposer les pièces dans le ministère des Affaires étrangères. Là, je n'ai pas passé par là. Bon, quand on nous a mis en contact avec l'étudiant à l'époque, il m'a donné les conditions. La bourse, combien on doit payer, c'était à 3 500 jusqu'à 4 000 $, un truc comme ça. Mais il fallait aussi payer pour les billets d'avion, toutes les réformes, etc. Donc, on est dans quelle année là? C'était en 2007. Donc, alors en juin, mai jusqu'au novembre. Donc, avec quel sentiment vous avez laissé le pays? Oh mon Dieu, c'était difficile pour moi. C'était difficile pour moi de me déplacer. Mais ma mère m'avait toujours dit que on ne trouve pas une chance de fois. Dès qu'on trouve une chance, il faut en profiter. Et surtout, du point de vue universitaire, où ils payaient pour moi ici, en Haïti, mais là-bas, ils ne vont pas payer. Ma mère m'a toujours intéressée. Bon, ils ont décidé, parce que j'étais enfant, et je ne pouvais pas décider moi seule, avec mon père, ma mère, tous les membres de ma famille, ils ont décidé de payer la bourse, de trouver l'argent pour payer le billet, et tant d'autres choses à faire. Pour ce voyage-là, ils ont dépensé presque 10 000 $. À l'époque, c'était 2007. Hein? Mais c'est toujours une grande somme. Oui, 10 000 $ américains, hein, ce n'était pas en gourde. Et puis, bon, ils ont confiance dans moi. Oui, ma mère... C'est comme si on disait, nous misions toute barre sous. Oui. Ils ont beaucoup dépensé. Et puis bon, je fais ma valise avec tristesse quand même. Je me rappelle, comme aujourd'hui, comment je pleurais parce que c'était pour la première fois. Je devrais laisser ma famille. Et j'étais tellement attaché avec ma famille. Et on ne fait rien sans être ensemble, etc. Voilà, je vais me retrouver dans un lieu, même l'haïtien là, qui envoyait tous les formulaires, toutes les conditions là, je ne le connaissais même pas. Vous voyez? Et j'étais pas seule aussi, je dois le dire. Il y avait tant d'autres Haïtiens avec moi. Ah, ok. Oui, à cette époque-là, il fallait, si je me rappelle, on était plus que 7 étudiants qui voyageaient ensemble. Ok, 7 étudiants. Mais eux, ils étaient dans d'autres domaines? Oui, d'autres domaines, mais il y avait beaucoup aussi qui étudiaient les sciences agronomiques avec moi. Okay. Dans la promotion, on était beaucoup qui étudiaient les sciences agronomiques, les Haïtiens seulement. Il y avait d'autres nationalités, mais on était beaucoup, je ne me rappelle plus si c'est 5 ou 6 comme ça, Haïtiens. Donc, arrivé là-bas,
Vous disiez, à m'y confirmer, Oui, oui. comment c'était difficile d'étudier la langue Ah russe, oui, ah comment... oui. C'était pas facile. Parce que Mhm. vous imaginez, c'est une langue, moi, je n'ai jamais fait connaissance Oui, avec. Et oui. surtout, à l'époque, il n'y avait pas vraiment l'Internet Mhm. comme Oui, maintenant. oui, c'est vrai. Si c'est peut-être maintenant, vous pouvez trouver le Oui, temps, justement, même l'alphabet là pour étudier. Mais justement, en montant justement. et en descendant, pour faire les pièces, mais je n'ai pas même le temps pour préparer ou pour regarder l'alphabet, etc. Mhm, mhm. Maintenant, en arrivant, on écoutait d'autres langues, ils parlaient dans d'autres langues, mais nous, tu es comme, autant qu'on est Oui, égaré, on est imbécile, justement. on n'y a pas l'eau, pas qu'à comprendre ça, parler, comme il y avait d'autres Haïtiens qui étudiaient, parce qu'il y avait une grande communauté d'Haïtiennes là-bas quand même. Mhm, Ils mhm. étaient plus que 50, hein? Ok, Oui, oui, ok. oui, oui, à l'époque. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il y ait tout ce genre, tout ce nombre d'étudiants là-bas. Mhm. Mais à l'époque, il y avait, mais c'est eux qui nous ont Ouais, accueillis ouais. pour, bon, pour que nous ne pas sentir nous dans le désert total. Ouais, Parce que là, nous venons, c'est eux-mêmes qui accueillent nous, qui montrent nous côté pour nous acheter, côté pour nous acheter prendre cob, les parents nous voyaient cob pour nous, côté que pour nous acheter manger. Et c'était vraiment ouais. formidable avec les Haïtiens. Mais pour la langue, c'était vraiment difficile. Oui, et étudier également dans cette Oh mon langue. Dieu, mon On Dieu. parlait vraiment de comprendre la langue scientifique. Scientifique, parce Ça, que c'est... on parle, quand on apprend une langue, il y a la langue écrite, la Mhm, langue parlée et la langue scientifique. justement. Maintenant, la faculté préparatoire, c'était pour nous préparer pour la parler. Pour parler la langue Mhm, couramment, mais aussi pour parler la langue scientifique scientifique, selon justement. ton domaine. Mhm, mhm, C'était pas facile, c'était vraiment pas facile. Je me rappelle, après 3 ou 4 mois, mhm. et moi, les mamans m'ont dit, mamie, m'a tourné à Haïti. Je veux retourner en Haïti. Parce que jusqu'à présent, là, je n'arrive à rien comprendre. Il y a quelques mots que ma mère m'a dit, je n'ai pas de problème avec toi, ma fille. Il faut venir, mais il faut retourner avec tout l'argent pour moi, toute la somme. Les 10 000 $ viennent avec, et puis comme ça, là, on est en paix. Ça fait rire un peu en entendant la voix de ma mère qui parlait ici avec moi. Je me suis dit, bon, je n'ai pas d'autre choix Oui, que Marie et forcément là pour me démêler, me comprendre la langue là, et pour me porter succès qu'il n'y a pas tant de moins. Parce qu'en justement. dépensant toute cette somme, et eux aussi, ils attendent quelque Oui, justement. chose. Justement. Oui, Oui, c'est là, mais c'était vraiment pas facile, surtout les premières années. Mhm, Surtout les premières années, parce que en arrivant là-bas, la première chose qu'on devait faire, il faut il y a une polyclinique spéciale pour les nouveaux, parce qu'on doit te regarder pour voir est-ce que tu n'es pas malade. oui. Si tu es malade, soit qu'on t'envoie dans un hôpital bien loin, ou on t'envoie dans ton pays. Mhm. Oui, c'était toujours comme ça et c'est toujours comme ça. Ah. Oui, oui, parce qu'on a, il n'y a pas un étudiant comme ça. Je suppose Mhm, diagnostiquer mhm. étudiant pour voir est-ce que il n'est pas malade, est-ce qu'il n'a pas de sida, est-ce qu'il n'a pas de tuberculose, etc. Ah, Bon, ok. heureusement pour nous, nous étions tous en En santé. santé. Ah, ok. Oui. Heureusement. Et après le résultat, vous voyez, nous, qu'on y a, on allait étudier langue, non? Nous étudier langue, non? Et moi, j'aime toujours dire par la grâce de Dieu, parce que je reconnais vraiment la force divine. Par sa grâce, on a réussi. Et puis, pour continuer, maintenant, il faut entrer dans l'année. On a laissé l'année Mhm, mhm. propédeutique là pour entrer dans la première année de l'université. Maintenant, ce n'est plus les étrangers qui se retrouvent ensemble. Maintenant, il y a les Russes et les étrangers. Mhm. Vous comprenez? Oui, En oui. première année, il n'y a que les Russes et les étrangers. Parce qu'en Russie, on ne sépare pas les étrangers avec les Mhm, Russes. mhm. On étudie dans la même classe. Encore là, c'est un autre combat. Oui, c'est vrai. Parce que quand le prof rentre, on doit... Il, il y a des profs qui s'en foutent si tu es étranger ou Oui, si tu n'es oui. pas étranger. Il, Ils dispensent son il cours, normalement. dispense son cours normalement. Mhm, mhm. Maintenant, là, c'est à toi de chercher à À comprendre comprendre, oui. Ah, c'est... et d'être proche aussi de l'enseignant. Parce que moi, ce qu'on aimerait faire, nous les étrangers, on aimerait et demander aux profs
le livre qu'on doit acheter et comme ils ont toujours leur plan de cours, et quel serait le cours prochain, ou quel serait le titre ou le sujet du cours prochain, pour que nous nous préparions en avance, parce que pour faire déjà connaissance avec les termes ou avec les mots, c'est un combat. T'imagines, ou vous imaginez en réalité, étudier dans votre propre langue, soit en créole ou en français, c'est difficile. Vous vous retrouvez dans une langue où vous étudiez en même temps, vous traduisez les termes, etc. C'était vraiment pas facile. Et je ne parle pas seulement pour moi, je parle pour tous les étrangers ainsi que tous les Haïtiens qui ont fait les mêmes expériences avec moi. Ils sont pleins. Et il y a beaucoup d'Haïtiens qui travaillent actuellement en Haïti, qui étudient aussi en Russie. C'était là pour dire qu'il faut aller, c'est pas dur parce qu'ils étaient notre aîné. Ah oui. Oui, c'est pas dur, il faut aller, on peut si vous avez la détermination, on peut arriver. Alors, oui. Et vous avez pu quand même avancer jusqu'à votre thèse de doctorat. Jusqu'à... Vous avez fait pas mal de chemin, là? Oui, le chemin n'était pas aussi facile, mais avec le courage et la détermination, la volonté, on y arrivera. Oui. Et vous avez... votre thèse se portait sur... Bon, avant d'arriver sur la thèse, je veux parcourir la licence, le master et la thèse. Parce qu'en réalité, pour la licence, c'était 4 ans. 4 ans. Après la licence, parce que là-bas, toute bagaille bien organisée. Il y a un bourse là pour 4 ans pour licence. Il n'y a pas un bourse là jusqu'au doctorat. Non, ça ne se fait pas comme ça. Après la licence, on vous remet le diplôme, après tout votre travail, etc. On vous remet le diplôme. Maintenant, il faut réussir à donner le concours pour trouver une autre bourse pour la maîtrise. Ok. C'est pas... Il n'y a pas de bourse là, et puis il y a jusqu'au doctorat. Non. C'est pas comme ça. Avec, on a les fait concours. Hein. On m'a accepté pour la maîtrise. J'ai passé encore 2 ans pour la maîtrise. Pour la maîtrise, 2 ans. Mais après la maîtrise, là, je me suis dit, bon, j'ai 2 diplômes. J'ai la licence et le master. Bon, comme étant femme, j'aimerais aller plus loin et faire d'autres choses dans ma vie. Et puis, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, en descendant, parce que c'était une grande faculté, j'étais au 4e étage, en descendant à pied jusqu'au 1er étage, j'ai rencontré le directeur de la faculté. Et puis il m'a dit, Félicia, je te félicite, tu as eu ton diplôme. Je dis, oui, ça va. Je l'ai eu, je vais retourner chez moi, ou je vais aller dans d'autres pays pour pouvoir continuer avec l'étude. Il m'a dit, non, tu dois aller pour le concours, parce qu'il y a un concours pour les doctorants. Je dis, ah bon? Je dois donner les pièces pour le concours? Il m'a dit oui. Bon, comme étant donné, je suis toujours proche avec ma mère, je l'ai appelée pour lui dire. Elle ne blague pas avec ses intérêts-là. Elle m'a dit, si c'est ainsi, il faut aller passer le concours. Peut-être tu vas réussir. Parce qu'en réalité, quand il y a le concours, ce n'est pas le directeur qui corrige le concours. C'est pas le directeur qui corrige, on envoie ça dans le ministère, pour pouvoir analyser, etc. Et puis, miraculeusement, on m'a accepté pour le doctorat. Mais, il y a quelque chose que j'ai remarqué là-bas. Quand les étudiants, peut-être, on les ont accepté pour le doctorat. Mais parfois, passer 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas qu'à soutenir Tesla. C'est tellement difficile. On parle de diplôme licence et de master, mais pour le doctorat, c'est un autre combat. Hein. C'est nettement différent que les deux. Maintenant, je me suis dit, certes, on m'a donné la bourse là, mais je ne suis pas sûre que j'aurai vraiment la chance pour soutenir ma thèse de doctorat. Parce que j'ai déjà vu pas mal d'étudiants. Parce que n'oubliez pas, l'Université russe de l'amitié des peuples, c'est une université, on peut rencontrer plus que de 200 pays, des jeunes de partout qui viennent étudier. Et j'ai remarqué, même les Russes là, refusent de continuer, pour le doctorat. Parce qu'il y a tellement de complications d'être étudiant en doctorat. Et puis moi, je dis, bon, moi,
comme je suis arrangé, moi, plutôt pour m'aller en France, autre côté, malgré la fin, moi. Et puis, c'est ainsi, on m'a donné une directrice de thèse qui ne blague pas avec moi. Elle ne blaguait pas avec moi. Elle était tellement stricte, c'est comme ma mère. Elle me dirigeait d'une façon que je ne pouvais pas trouver le temps. Si je voyage pour une semaine, elle doit savoir où je suis. Si je voyage pour 2 semaines, elle doit savoir le jour où je retourne pour continuer. Parce que quand on est étudiant en doctorat, il y a tellement de choses à faire. Il y a des conférences, il y a des articles à publier, les articles internationaux ainsi que les articles nationaux, les articles scientifiques. Alors, il y a tellement de choses. Et ces articles-là, ce n'est pas d'autres qui vont écrire pour toi. Toi-même, tu vas faire l'expérience pour écrire, pour publier. Et chez nous, on est boursier, certes, du point de vue académique, je n'ai pas payé. Mais toutes les autres choses, c'est à moi de payer. Et on n'a pas mis vraiment un journal pour qu'on puisse publier les articles. Maintenant, c'est à nous maintenant de trouver de l'argent pour publier les articles. Et surtout les articles internationaux coûtaient très cher. Hein. Oui, c'était à $1000. 1000 dollars. 1000 dollars. Quand je parle le vrai dollar. 1000 Oui, dollars 1000 dollars pour publier. Parce que le journal gratuit qui existe, on peut déposer notre article et puis ça prend beaucoup plus de temps. Mais pourtant, étant étudiant, il y a une date pour qu'on dépose et on publie une date limite pour qu'on dépose et on publie les articles. Bon, moi, est-ce qu'il y a un nombre d'articles à publier lorsque tu fais sa thèse? Combien? En tout cas, moi, j'ai publié plus que 10 articles. 10 articles? Oui. Est-ce que c'est toujours à 1000 dollars? Non, j'ai publié 2 articles internationaux et les autres, j'ai publié, bon, c'était dans leur monnaie, c'était en roubles. J'ai publié, il y a des articles que j'ai publiés à 5000 roubles. Il y a des articles que j'ai publiés aussi à 8000 roubles. Qui revient à combien de dollars? On est plus. Bon, 5000 roubles, je pense que c'est 70 dollars comme 70 dollars. Oui, et pour les 8000 roubles, je ne sais plus que 100 dollars. 110 dollars, pas plus. J'étais obligé, pendant que j'étudiais, il y a toute forme. Au monde, on pile bagaille pour faire. Dans le doctorat, des conférences, ou des articles, ou des cours pour le faire. Parce que étant doctorant, oui. Vous dispensiez des cours là-bas? Oui, je dispensais les cours en russe. Ce sont des examens, parce que si tu ne passes pas ces étapes-là, comment tu vas arriver pour soutenir ta thèse? C'est nettement impossible. C'est nettement impossible. Quand ma directrice de thèse, si elle est empêchée, elle ne pouvait pas venir, c'est à moi d'assurer sa place, oui. Et comme ma petite sœur m'a dit toujours, il faut être très audacieuse. Oui, ça c'est vrai. Ma petite sœur m'a dit toujours, il faut être très audacieuse pour faire ce que tu as fait là. Parce qu'elle a étudié aussi en Russie. Elle m'a dit toujours, il faut être très audacieuse pour faire ce que tu as fait là. Pourquoi elle m'a dit ça? Parce que se tenir devant les Russes pour dispenser. Et ce n'était pas une fois seulement. C'est chaque session, j'ai passé 4 ans en doctorat. Chaque session, il faut se tenir devant, bon, pour ceux qui ont en licence, en master, il faut dispenser les cours comme un vrai professeur. Et là, on va voir dans la deuxième partie comment a été l'expérience. Et certainement, là, comme étrangère et dans un autre pays, on verra comment ça a été. Est-ce qu'il y a eu certainement des discriminations à votre égard? Et peut-être, donc, pour ceux et celles qui aimeraient bien étudier à l'étranger, même si ce n'est pas en Russie, donc, bon, ils auront ou elles auront... Une idée une idée. Comment se tenir. Donc, on va voir ça dans la deuxième partie. On prend une petite pause, on revient dans quelques fragments de secondes. Merci d'être des nôtres pour la deuxième partie de l'émission À travers. On reçoit Madame Félicia Toussaint, qui est docteure en agronomie.
on était en train de parler de cette expérience dans un pays étranger, avec une langue totalement étrangère. Vous avez fait la licence, le master et également le doctorat. Donc, Oui. on était en train de voir et vraiment commencer là-bas en Russie. Et vous étiez en train de nous dire qu'il faut publier des articles, Oui. qu'il faut dispenser des cours. Oui, oui. Quoi d'autre? Il y a des conférences aussi. Des conférences également. Oui, oui, oui. Et là, Parce que c'est quand on part dans des conférences, c'est là qu'on publie les articles. Les articles, on ne les publie pas, on vient, on écrit, non, non. Il faut participer dans des conférences. Il y a des conférences des jeunes, des conférences scientifiques. Il y en a beaucoup de conférences moi-même que je participe, que je participais. Et puis, après, on publiait les articles. justement. Et là, vous nous disiez qu'il fallait également dispenser des cours, bien sûr, en Russie. Donc, Oui, oui. comment ça a été? Comment était l'expérience? Bon, après toutes les longues années que j'ai passées avec eux, il y a eu une habitude, une compréhension entre les deux races. Alors, parce que l'université où j'ai étudié, c'est l'université russe de l'amitié des peuples. Il y a beaucoup de nations, plus que de 200 pays en Afrique, en Amérique, en Asie, partout. On retrouve là-bas. Ça veut dire que pour moi, je n'ai pas tellement peur de me dans le doctorat pour moi enseigner. Mais problème, non, c'est pas non stress avec eux. Mais problème, non, c'est la première fois que je vais camper devant classe pour m'enseigner. C'est ça que le problème, non. Mais j'ai préparé mes diapos. Et puis, à ma connaissance, j'ai tout expliqué. Et puis après, on me dit que c'était bien. C'était pour la première fois. Après, on continuait jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'en fait, j'ai soutenu ma thèse. Ah oui, Oui, oui. Là, on va en arriver sur quoi se portait votre thèse, quelle a été votre motivation pour que ça... Il y en a qui chantent et... Bon, peut-être il y en a qui chantent ou Non, moi-même, moi, c'est agronome. Moi, pas de voulais écrire thèse là directement en Haïti. Parce que si j'écris en Haïti, il faut que moi, tout le temps, à venir, 3 fois, 4 fois, pour moi venir. Moi, j'ai écrit plutôt sur la région basse de la Russie. C'est l'étude d'échantillons des variétés de carottes. Comme vous le saviez bien, que je suis agronome. Moi, j'ai acheté un pile de semences, différentes semences, pour m'étudier les variétés de carottes. Et puis, je suis sous terrain tout pour me planter, pour me nettoyer terre, pour planter carottes, et puis pour faire une différence de variété. Et puis, on était aussi dans des laboratoires, là où on a étudié vraiment les variétés, quelle a été la différence entre les deux. J'ai étudié plus de 24 variétés de carottes. C'était un long travail. C'était un long travail parce que à chaque fois que je devais aller en pratique pour planter, il y avait les Russes à côté de moi, mais c'était travail, moi. C'est travail recherche PAM. Et pas jamais étudiant qui venu faire recherche de variétés de carottes dans la zone ça. Qu'on a été toujours encadré. Mais c'est moi, mais avec un système plutôt technologique. Pas besoin vraiment. Il y a les où prend où, mais il y a toutes sortes de. Ils mettent toute bagarre à la disponibilité pour faire tout ce qu'il y a pour faire. Mais moi, je descends, moi, planter carottes, moi, parce que ça n'a pas un big deal pour moi. Parce que, oui, je me lève dans ça, et ça, c'est ça qui paye études, moi, c'est ça qui va me manger. Et en fait, je me sens à l'aise. Parce que, étant qu'agronome, nous sommes toujours sous terre. Hein? Parce que, on a dit, il y a un agronome bureaucrate, agronome est toujours sous terrain. C'est vrai, parfois, nous sommes dans le bureau, parce que il y a des formulaires, nous supposons préparer, nous ne pouvons pas préparer le souterrain. Nous sommes quoi, tout le monde a comprendre. Mais parfois, nous souterrain. Moi, planter carottes, moi là, moi étudier variété parce que moi acheté semences là. Il y a des semences F1, etc. Et puis nous planter. Et puis après, en nombre de mois, on récolter. Et puis tout ça, on fait, on écrit. Parce que pas oublier son thèse ou gain. Pour faire tout compte rendu de A
jusqu'à Z, comment ça t'est. Et puis malheureusement, je ne peux pas montrer les photos ici. Il y a tellement de grandes photos. Ah oui, des photos... on aura la chance en fait de montrer ça aux téléspectateurs. Oh, non, je pense que c'est pas trop important. Non, c'est important, Et puis il y a eu aussi des moments dans des laboratoires avec les collègues aussi pour pouvoir étudier les variétés de carottes, etc. Donc, vous avez dit que vous avez un souci par rapport à cette question de doctorat où on pouvait passer 3 ans, 4 ans et soutenir la thèse. Donc, oui. Comment c'était pour vous? Parce qu'en réalité, quand tu peux écrire, tu peux avoir déjà ton manuscrit, écrire ou faire les expériences. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette telle? Parce qu'avant de soutenir thèse, il y a un grand nombre de professeurs qui sont là pour étudier le travail et pour poser aux questions sur le travail qu'on fait. Quand il y a l'air poser aux questions, moi, je me rappelle très bien, il y avait plus que 30 professeurs. 30 professeurs. Ah oui, avant que je soutenais ma thèse de doctorat, qui étudiaient de point en point, qui lisaient pour savoir est-ce que tout est OK, est-ce que c'est dans l'ordre, est-ce que c'est dans l'ordre ministère là, dans l'ordre. Parce que avant de soutenir thèse là, on a fiche devant qui dit mais ça on supposé faire de A à Z, jusqu'à Z, mais qui pas plus au besoin, etc. Moi-même, j'étais vraiment stressé parce que en vivant là-bas depuis quelques années, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont passé les 3 ans, 4 ans sans soutenir leur thèse de doctorat. Ils terminent avec la période de doctorat, mais prendre le grade, c'était compliqué. Mais moi, on m'a demandé, quand on lisait, il y a toujours des erreurs. Je ne vais pas venir dire qu'il n'y avait pas d'erreur. On a dit qu'il faut aller corriger, mais ta thèse est acceptée. Pourquoi? Parce que c'était mon travail, travail scientifique. Ils ont vu que je n'ai pas copié, je crois, sur l'Internet. C'était un travail où ils ont travail vu de terrain, un travail de laboratoire, un travail que j'ai pris le temps aussi pour publier des articles, etc. Mais ils pouvaient ne pas accepter. Quand ils n'acceptaient pas ou quand ils n'acceptent pas, ils donnent leur raison. Pourquoi ils n'acceptent pas cette thèse? Est-ce que là, lorsqu'on dit on n'accepte pas, on doit tout recommencer ou bien... Ah oui, on doit tout recommencer si tu as de la force. On doit tout recommencer ou tu laisses tomber. Ou on laisse tomber parce que il y a beaucoup. J'ai un ami africain qui a passé 7 ans là-bas. 7 ans. Une thèse de doctorat jusqu'à ce qu'il Mais lui, il travaille dans quel champ? Bon, pour lui, c'était pas vraiment en agronomie, c'était plutôt, si je me rappelle bien, c'était en droit. Ah, c'est en droit. Oui, oui. Quand je parle que beaucoup n'atteindraient pas leur rêve, c'est parce qu'en réalité, c'est pas seulement en sciences agronomie, dans d'autres spécialités aussi. Oui. Certainement. Et pour signaler, quand on m'a accepté pour soutenir la thèse maintenant, il envoie pour les membres du jury. Maintenant, les membres du jury doivent encore lire, étudier, voir quelle faute, est-ce qu'il y a un point, est-ce que ça... Bon, c'était vraiment un combat, hein. Je dois vous le dire. Et puis quand on tenait une thèse en Russie, il faut éviter toutes les autres facultés dans ton domaine. Ça veut dire qu'avant qu'on accepte, on a publié dans toutes les facultés en sciences agronomie en Russie. Pas seulement à Moscou, j'étais à Moscou, mais on a publié dans toutes les autres facultés. Parce que c'est un travail... Oui, c'est un travail scientifique. Scientifique, oui. Mais étant qu'haïtienne aussi, dans ma thèse, j'ai parlé d'Haïti aussi. Il y a des points que j'ai mentionnés dans mon domaine. Parce que étant qu'haïtienne, je ne Comment ça a été le grand jour où vous devez vous tenir là, devant le jury? Oh, devant le jury, devant le ministère, où il y avait des membres aussi qui viennent du ministère de l'Éducation. Bon, il y a eu un grand stress, je dois le dire. C'était pas aussi facile parce que, comme tout à l'heure, je me dit, la directrice était vraiment stricte avec moi. Il n'y a pas un monde qui n'a joué avec les étudiants pendant qu'elle était une mère pour moi.
C'était comme une mère pour moi, parce que j'imaginais s'il n'était pas si strict avec moi, je pouvais bien abandonner. Parce que je ne pas aimer les bagages pour nuit, vous comprenez? Je ne pas aimer les bagages trop nuit, m'abandonner, et ça fait me développer quitter. À la fin, on m'a honoré comme étant la première haïtienne qui a soutenu sa thèse, sa thèse doctorale en Russie. Mais il y avait d'autres haïtiens. Mais la première haïtienne, c'est moi. La première. Oui, oui. C'est vrai. C'est dans quelle année déjà? C'était en 2019, là. 2019. Oui, oui, oui. Ah, vous étiez la première haïtienne à soutenir la thèse de doctorat, en Russie. Oui, oui. Wow. C'est l'université qui m'a honoré pour cela. Wow. Oui, oui. Parce que quand on a envoyé mes dossiers dans le ministère de l'Éducation aussi, c'est eux-mêmes qui ont dit que et celle-là, elle est la première. Parce que s'il y avait d'autres personnes qui ont soutenu... On aurait vu ça dans leur registre. Dans leur registre, oui, 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 oui. Ils m'ont honoré avant de revenir en Haïti. Ils m'ont honoré. Ils m'ont dit qu'il faut continuer parce que... Et comme ma directrice de thèse a dit toujours, elle a l'air très calme, elle a l'air très simple, pourtant c'est un baume. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'il y a, c'est pas des filles de notre terroir qui brillent à l'étranger. Ah oui, il y en a beaucoup. Ça fait plaisir de savoir ça. Oui, et ça nous fait toujours plaisir de les recevoir sur le plateau de notre émission. Oui, donc ça, c'est vraiment un honneur, c'est à féliciter. Donc, on va passer certainement à d'autres questions techniques, mais on pourrait même faire 10 émissions avec vous. Je crois que ça ne suffirait pas. Oui. Donc, mais quand même, on doit avoir quelques points qui nous concernent. Et comme je sais que vous êtes docteur en agronomie, et on va voir par rapport à notre quotidien haïtien. Et certains disent que la vocation, je peux dire agricole d'Haïti, est incontestable. Donc, et qu'Haïti est essentiellement agricole. Ça, Madame Toussaint, pensez de ça? Oui, je peux dire ça aussi. Notre vocation est incontestable. Parce que nous avons un pays qui est tropical. Haïti nous fait un pile culture. Et pays a un pile manger là-dedans. Il suffit de travailler la terre. Il suffit d'avoir une autre technologie. Mais sinon, notre pays, c'est exactement sa vocation. Parce que notre pays est donc le problème, c'est pas terre qui va quand même manger. Non, donc non, il faut tout simplement travailler la terre, cultiver la terre. Mais sinon, moi, en revenant en Haïti, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nourriture. Beaucoup. Grand pile manger. Grand pile manger. Nous descendons dans une zone Tigouave, y aller. Manger moi qui gagne dans le marché. Moi, est-ce que quelqu'un qui a l'argent pour acheter tout manger ça yo? Gagne pile manger. Pas parler de durée bagaille qui viennent non. Oui, mais on a parlé de manger vraiment. Oui, bon non, en fait, on a parlé de capacité pour Haïti nourrir tête lui-même. C'est un niveau ça. Capacité. Il suffit de travailler la terre. Travailler, retravailler la terre. Alors je ne dis pas qu'on ne travaille pas, hein. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas, mais il faut encore un autre effort. Il y a d'autres efforts à faire, soit du point de vue technologique, etc. Mais notre vocation, c'est exactement... Nous qu'à nourrir tête, non. Et ça qui, le problème qui se pose... Non. Le problème qui se pose en Haïti, les gens ne pas voulu planter. Ils préfèrent acheter. Ils ne pas voulu planter. Ça fait sur un petit jardin la caillou. Oh oui, moi j'aime la caillou, banane. Ça fait. La fois dernière, j'ai été à Petit Gouave. J'ai mon grand frère, il s'appelle Gaëtan, tu sais. Il m'a dit, bon, il est aussi un malheureusement, je ne peux pas planter, il n'est pas planter, donc c'est... Non, on apprend toujours. On apprend toujours. Toujours, on apprend, même si tu n'es pas agronome vraiment, mais on apprend toujours. Moi, je suis toujours prête à apprendre. Toujours, même si c'est un petit monde qui connaît nos bagages, je suis toujours prête à connaître. Un petit monde qui a enseigné, mais on bagages, vous comprenez? Moi, les petits Gouaves, et puis tout, bon, comme nous, nous avons terre, etc. Nous avons un grand frère qui est agronome, tout. Et puis nous avons terre qui plante des bananes. Mais bananes, ça ne va pas acheter pour $1000, Port-au-Prince. Oui, c'est vrai. Ça ne fait rien si on a notre propre jardin. On n'a pas besoin d'être agronome. Madame Toussaint, on voit que question plantée et bon stéréotype, question paysan, c'est
qui va gagner corps, non, c'est pas vrai. c'est dévalorisant. C'est surtout ça que nous venons avec peut-être l'ordi planté. C'est planté, mettez-moi en tête, c'est bon. Bon, je peux comprendre. Ça, c'est pas pour moi. Ah bon? Oui. Je comprends. Mais quand on plante, on peut porter les gants aussi. Oui, mais c'est l'idée. Oui. Bagaille, c'est plus aujourd'hui mon bureaucrate, c'est autre chose. Donc nous pensons qu'il faut nous retourner peut-être avec ça. Malgré qu'on est bureaucrate, on a besoin aussi de manger, de la nourriture. Oui, certainement. Mais qu'allons faire si on ne plante pas? Il y a des belles cerises qui gagnent dans le pays. Si on ne pas planter, comment il y a fait récolter? Oui, il y a des belles bananes qui gagnent dans le pays. Pourtant, moi, je vivais pendant 13 ans en Russie. C'est quand? C'est la même façon de vacances, oui. J'ai une petite banane pour manger. Banane plantée en même. Et banane, il y aurait les bananes misquées. Ou pas jeune ça à l'étranger. Et ces bananes figues là où on mange le matin, c'est les seuls manger en Russie. Pourtant, bon petit banane misquette là, ou pas jeune yo. Ouais, comment nous avons terre qui est productive. Il suffit que pour nous continuer à travailler, continuer. Et avec des systèmes beaucoup plus techniques. Donc, une autre question assez technique nous t'ai posée. Est-ce que il y a un lien entre réforme agraire et développement de l'agriculture, rapidement? Bon, il y a un lien. Je dis développement agriculture, là, c'est un processus de transformation de l'agriculture. Mais pour réforme agraire, là, c'est plutôt... réforme agraire, là, c'est plutôt ou terre et plutôt décider by des cultivateurs pour planter. Réforme agraire, là, tout nous avons gardé le tout dans le sens que ou avons formé cultivateurs là, ou avons tout dans un sens de crédit ou des considérables. Nous avons prêté ou bien réforme agraire là, je pense que en Haïti gagne. Mais nous avons fait là en plus grande échelle. Nous avons fait avec une plus grande échelle. Mais les cultivateurs au terre, ils veulent prendre pour eux personnellement. Donc si peut-être l'État gagne un bon 10 carreaux de terre ou bien 10 hectares de terre, il décide de bailler pour travailler. Il n'y a pas d'eau pour manger, il n'y a pas d'eau pour participer. On ne peut pas chercher pour prendre toute terre. C'est pour nourrir toute la nation. C'est ça qu'on appelle la réforme. Et c'est tout, ou prêter cultivateur à terre pour les planter. Pour les planter, ils prêtent au terre pour planter, mais pas baoul. Pas baoul. Et réforme agraire là, je pense que si toutefois il y a un agriculteur ou bien cultivateur qui sont en zone. Mais on a toujours montré que nous pas vraiment j'en dis, un grand espace pour nous produire à grande échelle. C'est ça surtout, montrer. Mais grand pile terre qui vide, grand pile terre qui cabaye manger qui vide. Bon, c'est pas à moi de le dire, c'est plutôt à l'État haïtien. Oui, parce qu'ils savent mieux que moi là, où se trouve cette terre-là. Mais il y en a beaucoup encore. Il y en a beaucoup. Oui, nous parlons rapidement dans quelques minutes et quelques facteurs qui constituent un frein au développement agricole d'Haïti. Quelques facteurs, rapidement. Qui ça nous dit? Des tempêtes là, qui sont un gros problème pour avancement parce que les gains la pluie tombée, tempérie, oui, tempérie ou la détérioration de l'environnement, ça c'est l'un des facteurs aussi qui dégrade l'agronomie ou l'agriculture. Maintenant en Haïti, nous avons parfois nous planté et puis tout une gros la pluie qui tombait et puis toute l'eau allait avec tout ça et planté. Et puis parfois ça rend nous triste, ça rend nous un peu découragé parce que bon, je pense que c'est pas problème c'est pas nous mais gon l'autre façon tout nous qu'a fait pour gérer ça. Pour gérer ça, surtout la détérioration de l'environnement. Détérioration de l'environnement. Oui, ça cause ça cause un grand problème. Ça cause un grand problème. Donc c'est un facteur oui, tempérie aussi. OK. Et comment peut-on lier rapidement agronomie et environnement pour une agriculture durable? Agronomie et environnement.
pour une agriculture durable? Bon, quand on parle de l'agronomie, on ne peut pas parler de l'agronomie sans l'environnement. Oui, mais tout ce que nous avons besoin d'un environnement plutôt sain. Oui. L'environnement doit être sain. Parce que pour qu'il y ait une bonne ambiance entre l'agriculture et l'environnement, on ne peut pas monter sur un terrain sans nettoyer le terrain. On ne peut pas nettoyer. Quand plante la pousse, nous supposons nettoyer. Si l'environnement sale, carrément, ni nettement impossible pour une agriculture est formidable. Vous comprenez? Mais il est lié. On ne peut pas parler de l'environnement. Peut-être ça, tu as produit, il est capable d'empoisonner peut-être par rapport avec l'environnement qui passait. Est-ce que c'est ça qu'on a montré? Oui, oui, oui. Environnement supposé sain. Et moi-même, moi toujours aller sous terrain. Bah, un agronome seulement bureaucrate, ou on appelle professeur, ou les agronomes bureaucrates. Moi, j'aime toujours aller sur le terrain. J'aime toujours dire agriculteur, parce que n'oublie pas, chez moi, il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous connaissent à cause de notre père, parce qu'il a laissé les terrains, etc. Je demande à tous les agriculteurs de nettoyer toujours. On regarde un pied cocoyer qui sale, mais comment pour pied cocoyer ça, bon cocoyer? Vous supposez nettoyer, ou nettoyer pied cocoyer, vous allez nettoyer pied cocoyer, ou rendre pied cocoyer environnement sain, vous allez avoir un bon petit cocoyer, bon petit de l'eau cocoyer pour boire. Et pas pas joindre souvent à l'étranger. Oui. Madame Toussaint, vraiment, c'est un bon plaisir pour nous continuer, mais le temps nous fait la guerre. Malheureusement, on doit mettre fin à l'émission. C'était vraiment un plaisir. Et je pense que téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent l'émission, ils sont d'avis. C'était très bien de vous avoir avec nous sur le plateau. Merci encore. Oh, merci, merci. Je vous remercie. Oui, un grand remerciement à toute l'équipe. OK. Merci. Je peux dire Paka. Paka. Ça veut dire au revoir dans la langue russe. Donc, je viens d'apprendre au moins 2 mots sur le plateau. Paka. C'est-à-dire au revoir dans la langue russe, dans la langue de Vladimir Poutine. Oui. Donc, merci, Madame Félicia. On a bien appris avec vous. Et merci vraiment à vous qui avez suivi cette émission. J'espère que vous avez vraiment été édifiés par le parcours de Madame Félicia Toussaint. On vous invite à rester sur la télévision Pacifique pour la suite du programme.